Bonjour. Merci d'abord aux organisateurs de m'avoir confié ce sujet que j'aime beaucoup. Une partie de ce sujet a été déjà initiée par mon maître, professeur Nouini. C'est le cancer de la prostate oligométastatique à travers d'un cas clinique. Là, j'aimerais juste noter que je vais parler du cancer de la prostate oligométastatique de nouveau. Ça veut dire c'est la première présentation chez un patient chez qui on découvre un cancer de la prostate, et au bilan d'extension, on va retrouver des lésions qui sont actuellement dites de faible volume ou oligométastatiques. Alors, notre patient, donc là, on est en 18 début 2019 pour vous mettre dans la chronologie de la situation. Notre patient, c'est un patient de 70 ans. C'est un ex-cavalier de l'armée, donc c'est un bon sportif. Il n'a pas d'antécédent particulier à cet âge. Il est en très bon état général. Il est ASA1. Il a un 40 qui est à 100%. Il est PS0 et qui vient nous voir pour des troubles du bas appareil urinaire. Il a quand même une bonne fonction érectile avec un score IEF 22 sur 25. Et au bilan, on trouve un toucher rectal. Bon, déjà, l'examen clinique, un toucher rectal qui était normal. Donc, on a spécifié un T1C avec un PSA qui était à 18. Donc, on réalise déjà, ou réalisons des IRM de la prostate avant la biopsie, et on retrouve un nodule de 10 mm. Malheureusement, on n'avait pas le PIRATS, mais c'est un nodule de 10 mm de la zone périphérique apicale droite et sans extraction capsulaire. On réalise le bilan d'extension habituel, standard, une scintigraphie qui va montrer une petite lésion, plutôt une lésion au niveau de l'ischio droit. Cette lésion était suspecte. Alors, on complète par notre PET à la choline et pardon? Non, non, c'est après la biopsie, oui. En fait, oui. Alors, la biopsie, voilà, donc la biopsie, donc je suis désolé, donc la biopsie, il a montré un adéquation de la prostate, score de Gleason 6, 3 plus 3, 2 carottes positives. 2 carottes qui étaient positives. Bon, on réalise le bilan d'extension. 2 carottes sur 12. 2 sur 12 qui étaient positives. Donc, on réalise notre PET à la choline qui confirme un hypermétabolisme au niveau même de cette lésion-là. Et donc, oui, tout à fait. Alors, PET choline, déjà là, on est en début 2019. La PET, voilà. C'est juste pour. Oui. Ouvert et une seule lésion osseuse. Vous voulez affiner ce diagnostic. S'agit-il d'une forte charge, ce que les collègues viennent de dire, ou s'agit-il d'une faible charge? Donc, c'est cette raison, et pour argumenter votre demande de PET scan à la choline. Parce que ça fait pas partie de la pratique. Non, ça, c'est un cas clinique. C'est un cas clinique réel. Il y avait un cas clinique réel sont les habitudes du service. On continue. Non, non, c'est pas parce qu'il est disponible qu'on va le faire à droite à gauche. Non, parce que les collègues, les radioisotopistes, bien sûr, sûrement, ils ont des contraintes. On va pas demander un PET scan à la choline à tout le monde. Mais chez ce patient particulier, c'est ça ce que j'ai demandé au docteur Marti. Chez ce patient particulier, on voulait avoir, est-ce qu'il y a d'autres lésions osseuses, c'est multiple, ou est-ce qu'il y a une seule lésion? يمكن جوادي veut parler. Pardon. Parce que ça va être l'objet de la discussion après. Oui. Est-ce que tout ce qu'on va faire pour ce patient est basé sur les guidelines, auquel cas le bilan d'extension se limite à la scintigraphie et au scanner, tout ce qui a été fait sur cette phase. D'accord. Est-ce que je vais aller chercher un peu plus en profondeur avec le PET scan, si je le fais une schéma, je vais le faire. Et auquel cas, je sors tout ce qui a été dit dans les études à Nice, etc. Et là, je me retrouve dans des cas vraiment particuliers qui sont, on n'a pas de conduite à tenir pour ces cas particuliers.
on trouve des micrométastases. D'accord. Si tu comprends ce que je veux dire. Oui, je veux juste répondre à la professeur Medoni. Déjà, le titre, c'était un cancer de la prostate oligométastatique. Et déjà, oligométastatique, c'est pas dans les guidelines. Je sors déjà des guidelines. Simravte, continuez votre présentation. D'accord. On laisse les questions à la fin. Ça, on laisse les questions à la fin. C'est juste pour répondre à la question de mon ami Siam, tout à fait bien à sa place. C'est que ce patient, quand on a un score 6 sur 2 carottes, une PSA entre 10 et 20, c'est vrai, on fait une scintigraphie osseuse, mais on ne s'attendait pas à voir. Donc, vous avez été surpris lors de la RCP de trouver une métastase. Donc, vous vous dites, est-ce que c'est une vraie métastase ou c'est une lésion ostéocondensante en rapport avec un ancien traumatisme? Et c'est dans ce contexte que ça nous arrive de demander des pétcolines ou ailleurs des gens ne savent pas, confirmer la métastase ou l'infirmer. Et maintes fois, on a été surpris de voir que ce n'était pas une métastase, c'était un antécédent. Mais je pense que ça. Alors, la question, on va poser les questions après. On pourra même poser la question, faut-il demander peut-être à la colline, est-ce qu'il faut demander un autre examen, IRM, tout ça. Mais bon, on laisse les questions à la fin. D'accord. Donc, on a fait le PET choline, donc qui a effectivement confirmé la présence de cette lésion-là hypermétabolique au niveau de l'ischio droit. Donc, au total, on est devant, donc je vais résumer le patient en fonction de 2022. Alors, c'est un patient de 70 ans qui est en très bon état général, qui se présente pour un cancer de la prostate, T1C, N0, MMP, ISU grade groupe 1, qui est métastatique, de faible volume, si on la classifie selon la classification de Charted, ou bien et aussi de faible risque, si on le classifie en fonction de la classification de latitude. D'accord. Donc, là, j'aimerais juste un petit peu revenir en arrière pour mettre un petit peu la lumière sur le cancer. Non, c'est pas vous avez ciblé, donc vous pouvez minimum un 7, voire plus. Que le risque aurait changé. Hassan, c'est pas, si on fait une IRM et qu'on trouve un nodule, probablement ils ont dû faire des biopsies plus systématiques. Parce qu'on ne peut pas, il y a un nodule, on ne va pas aller chercher le nodule, ils ont fait des biopsies, je crois. D'accord, bien sûr. Dès lors qu'on a un nodule au niveau de l'IRM, on associe et les biopsies ciblées et les biopsies systématisées. Pardon. Oui. Non, sans fusion. Soit fusion cognitive, soit fusion d'image. Ben oui. Oui. C'est fini maintenant. Tu sais, la fusion d'image, ce n'est plus maintenant recommandé. Hein. Là encore, c'est pas un faible risque. C'est un risque. Le PSA, elle est à 18. Donc, c'est pas un faible risque. C'est je parle du risque intermédiaire. Oui. Non, je parle pas de classification de Dabico, je parle du risque selon le cancer métastatique. C'est la classification de l'attitude. S'il vous plaît, pour que la présentation soit homogène, continuez s'il me rappelle, et après on pose des questions à la fin, s'il vous plaît, pour qu'on puisse tous se faire comprendre. D'accord, très bien. Donc, alors, pour juste mettre un petit peu la lumière sur le cancer de la prostate, qui représente quand même le premier cancer chez l'homme. Donc, en revenant un petit peu en arrière, avant les années 90, avant l'usage du PSA, ou bien l'usage répandu du PSA, l'incidence du cancer de la prostate était beaucoup plus important, les cancers de la prostate métastatiques. Le tracé rouge, c'est le cancer du sein. Le tracé bleu, c'est le cancer de la prostate. Donc, le cancer de la prostate était diagnostiqué à cette époque-là, dans sa situation, bien dans sa présentation métastatique. Avec l'usage répandu du PSA, on a bien vu que l'incidence du cancer de la prostate métastatique diminue en faveur du cancer de la prostate localisé. Et puis,
On a Rabelula, il y a 2 ou 3 mois, qui a publié un bel article sur le cancer de la prostate, sur l'épidémiologie du cancer de la prostate, et il a bien mis la lumière que quoi, dans 80% des cas, le cancer de la prostate, c'est un cancer qui est localisé avec une très bonne survie à 5 ans qui va affleurer les 100% à 5 ans. Il y a un petit 5% là des cancers qui sont des cancers métastatiques avec une mauvaise survie à 5 ans qui ne dépasse pas les 40%. Mais entre les deux, on a un 15% là qui ne sont pas du tout localisés, mais aussi ne sont pas ces 5% qui sont métastatiques, qui ont une mauvaise survie, sont effectivement ces cancers-là de la prostate qui sont oligométastatiques, dont la survie globale à 5 ans, elle est aux alentours de 80%. Alors, quels sont ces 15%-là? En fait, c'est toujours le même auteur. Ce sont des cancers de la prostate qui vont donner des métastases, soit au niveau des ganglions régionaux ou même non régionaux, ou aussi au niveau des sites axiaux, au niveau du squelette axial. Donc, ce sont généralement ces genres-là de cancers-là, métastatiques, entre parenthèses, et qui vont se situer dans les 15% qui sont un peu de bon pronostic. Revenons un petit peu en arrière. On sait aujourd'hui que le cancer de la prostate métastatique n'a pas le même pronostic. C'est en fonction des métastases. Quand on a des métastases ganglionnaires, on sait très bien que le pronostic est très favorable, que ce soit en matière de survie globale ou de survie spécifique par rapport aux métastases à distance. Mais pas toutes ces métastases à distance ont la même valeur pronostique. On voit que en fonction de la localisation, on a des pronostics qui sont vraiment différents. Et les meilleurs pronostics vont se voir avec des localisations osseuses. Et on sait déjà, depuis 2004, ça c'est un article qui remonte à 2004, mais qui est toujours d'actualité, qui est toujours très intéressant, que quand on a des métastases osseuses inférieures à 5 localisations osseuses, quand on a inférieur à 5 localisations métastatiques osseuses, le pronostic du patient, la survie globale et le pronostic du patient, elles sont meilleures par rapport à ceux qui ont un cancer de la prostate métastatique, mais avec des lésions osseuses supérieures à 5. Et donc, on est parti déjà par démystifier un petit peu ce prostate métastatique pour le stadifier en fonction des localisations et en fonction du nombre de métastases dans ces localisations-là bien précisément. Et puis, on a bien vu en 2017, l'Association American of Clinical Oncology, elle a bien mis une nouvelle classification du cancer de la prostate métastatique. Il a mis le cancer de la prostate oligométastatique en milieu entre le localisé et le polymétastatique, avec un protocole thérapeutique qui va être un chevauchement entre les deux. Bon, c'est pas le même malade, c'est pas le même pronostic, certainement pas la même prise en charge. Donc, on ne doit pas aller traiter ce patient-là comme ce patient-là polymétastatique. Alors, le sujet principal de mon étude, de ce cas clinique, c'est quoi? Déjà, on va aller traiter la tumeur primitive alors que les cellules sont déjà parties dans la circulation. Pourquoi? Déjà, on va partir pour une autre comorbidité pour traiter cette tumeur primitive. En effet, ça a été évalué par plusieurs études et on sait aujourd'hui que la tumeur primitive, dans son enchaînement métastatique, dans son histoire de maladie métastatique, elle va envoyer pas que des cellules, mais elle va envoyer aussi des cytokines et des exosomes. Et ces cytokines et ces exosomes qui vont partir dans la circulation générale, ils vont se fixer à distance dans l'os, poumon, foie, des viscères, des ganglions. Et après que la cellule métastatique se développe par la suite, va se développer par la suite, et ces cellules métastatiques, elles aussi, ils vont encore envoyer d'autres exosomes et d'autres cytokines vers la cellule primitive pour avoir ce pouvoir-là, ce pouvoir agressif
de cette métastase. Ça veut dire que la tumeur métastatique, elle obtient son pouvoir agressif, pas uniquement d'elle-même, mais aussi de la tumeur primitive. Et ça a été démontré dans plusieurs études. Et donc, en fait, cette communication-là, elle est appelée le cross-talk entre la tumeur métastatique et la tumeur primitive. Et le but d'aller traiter cette tumeur primitive, c'est surtout d'arrêter cette communication bilatérale entre la cellule à distance et la cellule primitive. Et puis, si je reviens à Stampede, c'est une étude qui a mis en place la radiothérapie dans le cancer de la prostate, c'est-à-dire le traitement local par radiothérapie dans le cancer de la prostate métastatique de faible volume. Il est bien cité sur la deuxième page, vous pouvez vérifier que, en fait, les métastases, le développement des métastases ne dépend pas uniquement des cellules, mais il dépend aussi des compounds, ça veut dire qu'il dépend aussi des sécrétions de la cellule primitive. Il dépend des sécrétions de la cellule primitive. Ça veut dire, si on va agir au niveau de la cellule primitive, c'est surtout pour arrêter cette communication-là entre le site primaire et les métastases. Et puis après, là, c'est une belle étude qui a été réalisée en 2011. Ce sont des patients qui avaient des cancers de la prostate métastatique et qui ont bénéficié après un traitement, après minimum une année de traitement hormonal standard de 2011, c'était une hormonothérapie de première génération, d'une prostatémie radicale. Alors, qu'est-ce qu'ils ont découvert? Ils ont découvert qu'au niveau des cellules au niveau des cellules prostatiques, il y avait encore une activité cellulaire, il y avait encore une activité tumorale. Et donc, peut-être, en laissant cette activité tumorale, l'agressivité de la cellule à distance, elle va encore grandir. Alors, on sait aujourd'hui, on est en 2022, depuis une année, je pense, la radiothérapie, elle a trouvé son standard dans les recommandations de la prise en charge de le traitement local du cancer de la prostate métastatique de faible volume. Mais pourquoi pas la chirurgie? Alors, je vais revenir en arrière. Mon maître, professeur Nouini, il a bien cité, il a bien présenté comme quoi peut-être que les chirurgiens sont toujours au bloc et n'ont pas eu le temps pour faire des études prospectives. Et je pense que c'est vrai, mais il y a des études qui vont venir très bientôt. Mais on a des études rétrospectives quand même qui sont un peu de valeur. Là, c'est une étude du registre de Munich depuis 1998 à 2010 et qui ont comparé les patients métastatiques qui ont bénéficié de plusieurs autres traitements autres que l'hormonothérapie seule. Donc, il y avait la chirurgie, il y avait aussi la radiothérapie. Et ils ont montré comme quoi la chirurgie permet de gagner 55% en matière de survie globale par rapport aux autres traitements. Donc, en plus, le fait d'améliorer l'état local des patients, on va améliorer en matière de survie globale. Samuel inclut aussi dans son étude où il a comparé la chirurgie, la radiothérapie et le traitement hormonal standard chez les patients métastatiques, et il a bien mis en évidence comme quoi le fait de proposer à ces patients métastatiques des traitements locaux par chirurgie ou par radiothérapie améliore la survie globale. Bon, je vais passer sur celle-là. Et là, c'est une très belle étude. En fait, pourquoi? Parce qu'on a deux conclusions à prendre. Là, c'est une étude sur l'intérêt du traitement local, ici particulièrement c'était la radiothérapie, dans le cancer de la prostate métastatique. Et on voit très bien, vous voyez avec moi, les courbes jaunes. Quand on veut traiter un patient qui a un cancer de la prostate métastatique ou oligométastatique par radiothérapie, si on propose à ce patient-là, vous regardez la courbe en pointillé, si on propose à ces patients-là une radiothérapie locale à faible dose, c'est comme si on ne fait rien. C'est comme le placebo. Ça n'améliore rien en matière de la survie. Ça veut dire, si on veut aller pour une radiothérapie, il faut aller avec des fortes doses. C'est la courbe continue en bleu. Donc, si on veut proposer à ces patients de la radiothérapie, il faut aller à forte dose. Qui dit forte dose, dit aussi des complications. Alors, si cette forte dose est comparée à la prostatémie radicale chez ces patients-là, on va retrouver que c'est la même chose. Donc, les deux conclusions à tirer, c'est que la prostatémie radicale chez les patients oligométastatiques permet une survie globale spécifique qui est très importante, mais aussi
si on veut aller pour la radiothérapie, il ne faut pas proposer une radiothérapie de faible dose. Même chose dans cette étude de Paris, qui n'est pas vraiment très ancienne, qui date, je pense, de 2018, et qui a comparé ici le standard of care avec la radiothérapie de standard avec faible dose. Et il a montré comme quoi la radiothérapie standard avec la radiothérapie en faible dose avec le standard of care est la même chose. Donc, ça n'améliore rien. Cette radiothérapie n'améliore rien en matière de survie globale ou bien de survie spécifique. Par contre, si on augmente la dose délivrée, si on va faire une radiothérapie de dose au-delà de 74, je pense, 76, 74 Gray, à ce moment-là, on est efficace effectivement par la radiothérapie, mais on peut aussi être efficace par la chirurgie si bien sûr la tumeur est extirpable. Là, c'est une étude. Donc, les études que j'ai montrées là, c'est des études rétrospectives, oui, certes, mais quand même, ils ont une valeur scientifique. Là, c'est une étude qui était prospective de Heidenreich. Heidenreich, il a fait Heidenreich, voilà. Donc, Heidenreich, il a fait une étude prospective où il a inclus un à un des patients qui ont des cancers de la prostate métastatique et qui ont de faible volume et qui les ont traités par la chirurgie ou bien par le traitement standard. Et il a bien démontré comme quoi, en proposant à ces patients un traitement local par la chirurgie, un, ça n'augmente pas en morbidité, et deux, il améliore la survie globale et la survie spécifique. Je reviendrai à ça. Et puis, en 2020, il y a Reis qui a fait une étude, cette fois-ci aussi c'est une étude qui est prospective. Je vais être vraiment très clair, c'est une étude de 12 patients. Il a pris 12 patients qui ont des cancers de la prostate métastatique de faible volume et il les a randomisés en deux groupes. Et ces patients-là ont bénéficié d'un traitement hormonal néoadjuvant, puis par la suite, une prostatectomie radicale. C'était 12 patients, 6 dans chaque groupe. Les résultats étaient très surprenants avec l'obtention d'un PSA indétectable durant toute la première année. Et ce PSA, l'amélioration de la survie durant toute la période de la surveillance. Alors, certainement, je serai d'accord avec vous si vous nous dites 12 patients pour un cancer qui est le plus fréquent chez l'homme. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais cette étude-là n'était que l'étude maîtresse pour commencer deux autres études qui vont bientôt, qui ont déjà commencé. On va avoir les résultats dans 3-4 ans. Ce sont des études qui vont, je pense que Karim Touijer par la suite, il va en parler. Ce sont des études qui vont tester le traitement néoadjuvant ou adjuvant à la chirurgie dans le cancer de la prostate métastatique. Et puis, rien qu'il y a quelques semaines, Cheng a publié une méta-analyse en large et c'est une très belle publication où il a rassemblé toutes les études effectivement rétrospectives, mais aussi quelques études prospectives de faibles échantillons et sur l'efficacité du traitement de la prostate de cytoréduction dans le cancer de la prostate métastatique. Poulet. Oui, poulet. Alors, et dans cette méta-analyse, elle a bel et bien montré comme quoi la chirurgie, elle permet une survie globale, elle permet d'améliorer la survie globale chez les patients métastatiques de faible volume. Pas que la survie globale, il y avait aussi la réponse biologique, c'est-à-dire le temps de la progression biologique, avec des P qui étaient très significatifs par rapport à l'autre groupe qui sont traités par l'hormonothérapie seule. Et aussi, c'est d'améliorer, c'est d'allonger le temps de passage à la résistance à la castration. Et donc, il a conclu dans sa méta-analyse comme quoi la prostatectomie de cytoréduction peut être bénéfique, mais bien sûr, on a besoin d'études prospectives. Et bien sûr, on peut dire que peut-être que, d'accord, donc peut-être que la prostatectomie radicale dans cette situation-là, peut-être, elle est plus morbide que la prostatectomie radicale dans les cancers localisés qu'on fait, qui est le pain quotidien de l'urologue. Alors, là, c'est une étude de Chen
où il a publié leur série de patients qui ont des cancers de la prostate oligométastatiques traités par prostate radicale, certainement ici par robot, mais aussi par robot, par cellule ou bien par chirurgie conventionnelle, c'est la même chose. Eh bien, on peut bien voir que les patients, bon, il a comparé les patients oligométastatiques aux patients qui ont un cancer de prostate localisé. Et vous pouvez voir que la durée opératoire, par exemple, dans les cancers de la prostate oligométastatique, ne diffère pas du tout du cancer de la prostate localisé, 140 minutes versus 130, il n'y avait pas de différence significative. On va partir pour parler de pertes sanguines, 160 cc par rapport à 150 cc, donc il n'y avait pas du tout une différence significative dans la difficulté péropératoire de gérer la prostatectomie radicale chez ces patients. Par contre, ce qui était le séjour hospitalier était de 6 jours, c'est chez les deux groupes. Donc, en proposant la pression radicale chez ces patients-là, on ne va pas prolonger, on ne va pas augmenter la morbidité péropératoire, on ne va pas prolonger les séjours, et aussi, on va obtenir des résultats qui sont quand même satisfaisants en matière de la survie globale et la survie spécifique. Et aussi, une chose qui est très importante, parce que ce qui nous fait un petit peu reculer en arrière, nous les urologues, c'est que on a peur de l'incontinence chez ces patients-là. Il a bien montré qu'au bout de 12 mois, 96% des patients opérés, des patients oligométastatiques opérés, étaient continents au bout de 12 mois. Et il n'y avait pas de différence significative entre le groupe localisé et le groupe oligométastatique. Alors, revenons à notre patient. Donc, on avait proposé pour notre patient une prostatectomie radicale associée à un curage ganglionnaire, Bon, c'est pas l'image de ce patient-là, mais c'est l'image d'un patient oligométastatique que le professeur Amer venait d'opérer il y a 2 semaines. Par cilioscopie, c'est la même morbidité, c'est la même technique que pour les patients localisés. Du moment que la tumeur est extirpable, du moment qu'on peut enlever la tumeur, du moment qu'on peut disséquer le plan postérieur, c'est toujours, ça rejoint en matière de difficultés chirurgicales et en matière de difficultés chirurgicales, ça rejoint les patients localisés. Et à l'anapath définitive, on va retrouver un adénocarcinome de la prostate, score de Gleason 7, 3 plus 4, ISUP groupe grade 3, PT3B, N0, R0. Groupe Gleason. PT3B, N0, R0. Alors, on avait opéré le patient au mois de février, PSA était à 18 en pré-opératoire, on a fait la prostatectomie radicale avec le curage, et puis par la suite, le PSA après la prostatectomie radicale était à 0,25. N'oublions pas qu'il a une lésion au niveau de l'ischio droit. On a fait avec les confrères radiothérapeutes une radiothérapie stéréotaxique sur la lésion au niveau de l'ischio droit, et le PSA au bout du 6e mois, il était à 0,008. Par la suite, le patient a progressé sur le plan biochimique. On est en septembre 2020 et le PSA, il a atteint 0,38. Pour être clair ici, on a fait une IRM pelvienne et aussi un pétalacholine. Et je sais que le pétalacholine n'est pas indiqué avec un PSA inférieur à 1, mais c'est juste pour mettre le tableau tel qu'il a été traité avec les confrères radiothérapeutes. On a fait une radiothérapie pelvienne. Le PSA, il a baissé à 0,05. J'ai vu le patient en fin d'octobre. Le PSA, il est à 0,07 et c'est un PSA qui est continent. Là, c'est pas pour montrer la bonne évolution, mais pour dire que le patient, jusque-là, il n'a pas eu d'hormonothérapie. On a gagné 2 ans pour 2 ans, 2 ans avant d'introduire, on va pas l'introduire bientôt, mais on a quand même gagné 2 ans alors que le patient n'est pas sous hormonothérapie. Alors, certainement, toutes ces études que j'ai montrées sont des études rétrospectives, même si ce sont des fois des études qui sont basées sur un échantillon qui est très important. Mais il y a beaucoup d'études qui vont venir très bientôt. Je pense qu'à partir de l'année 2024, on aura des résultats de plusieurs études. Il y a une étude, j'espère que Dr Karim Touijer va nous en parler, c'est une étude qui sera menée dans son centre sur la pression radicale dans le cancer de prostate métastatique avec un traitement néoadjuvant. Et donc, pour conclure,
La situation du cancer de la prostate métastatique, pas tous les cancers métastatiques sont équivalents. C'est une pathologie qui est de plus en plus fréquente. Par manque de temps, j'ai pas pu parler de la place de l'imagerie isotopique parce que je pense qu'il est temps d'avoir le PSMA chez nous au Maroc pour avoir un bon raisonnement. Ces patients-là qui sont oligométastatiques ou qui sont dits oligométastatiques représentent un vrai challenge thérapeutique pour l'urologue, le radiothérapeute, l'oncologue, et voilà. Là, le message moi que j'aimerais bien transmettre, c'est que chez ces patients-là, il faut bien suivre, il faut bien proposer une chirurgie qui est personnalisée, individualisée. On ne peut pas proposer la même chose pour tout le monde. Pour chaque patient, il faut quand même lui proposer, entre parenthèses qu'on dit, la médecine personnalisée. Et bientôt, on aura des résultats des études prospectives qui vont consolider un peu notre théorie là. Et je vous remercie.